Bonjour Laurent, Bonjour Julien. merci de m'accueillir. Alors on est de retour à Paris. Voilà. C'est peut-être la 10e fois que je reviens sur Paris. Et comme tu le sais, on est en train de faire un documentaire sur le bonheur. Très bien. Pour moi, c'est fondamental de répondre à cette question. Dis-toi bien qu'il y a Oui. une personne sur 4 qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Julien, je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. » Donc du coup, je me dis, il faut absolument poser les graines et que les gens réfléchissent à ce que c'est le bonheur. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi, Laurent ? Alors le bonheur pour moi, c'est d'abord, je pense, être bien avec soi-même, être en accord avec soi-même. Je vais te parler peut-être en termes de musicien parce que tu sais que je suis musicien. Et je pense que c'est très important de s'accorder avec soi-même pour pouvoir justement jouer avec les autres. D'ailleurs, quand on assiste à un concert classique, il y a toujours un temps où les musiciens s'accordent avec les autres pour pouvoir être au diapason et pour pouvoir jouer avec les autres. Donc je pense qu'il faut d'abord accorder son propre instrument pour être à l'aise dans le monde et avec les autres. Donc pour être en accord avec les autres, il faut d'abord s'accorder soi-même et c'est un premier levier pour le bonheur. Je dirais qu'ensuite, si je peux continuer, il y a un deuxième levier qui est d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà, parce que souvent on pense à ce qu'on n'a pas, on est frustré, on est insatisfait. C'est d'ailleurs ça qui a guidé les premières choses qu'on a écrites avec Carole Serra, mon épouse. On s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient insatisfaits de leur vie ou frustrés. Donc je pense qu'ils ne sont pas assez conscients de ce qu'ils ont déjà, et je pense qu'un des moyens d'avoir du bonheur, d'acquérir le bonheur, c'est tous les jours, peut-être tous les matins ou tous les soirs avant de s'endormir, quelles ont été les bonnes choses qu'on a pu accomplir dans la journée. Qu'est-ce qu'on a vécu de bien, même des petites choses, et d'en être reconnaissant et de remercier, si on est croyant, un Dieu, ou l'univers, ou en tous les cas d'être dans la gratitude par rapport à ce que l'on peut vivre et ce que l'on a vécu. Parce qu'il y a toujours des bons moments dans la vie, mais le tout c'est d'en être conscient et de remercier pour ça. Voilà. Il y aurait d'autres choses ? C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, ouais. C'est une belle observation. C'est vrai que ça rejoint de près certains sages que j'ai rencontrés aux quatre coins de la planète. Ah, très bien. Qui me parlaient de gratitude, ouais. Ils estiment que la gratitude, c'est justement, comme tu dis, un levier ou un outil qui permettrait aux individus de tendre vers le bonheur. Tout à fait. Ouais. Et selon toi, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on pourrait soulever ? Je vais te donner un indice. D'autres sages me parlent de liberté. Qu'est-ce que tu penses de la liberté ? La liberté, c'est un mot qui est galvaudé. Je lisais une pub, là, pas plus tard que ce matin, une pub sur la liberté. Et c'était Coca-Cola qui passait la pub. Donc on a le choix entre Coca Zéro, Coca Light, Coca sans caféine, etc. Et j'ai l'impression que le mot liberté est très galvaudé et que c'est devenu maintenant une forme de marketing. Donc il faut se méfier de ce mot-là. C'est un mot qui me parle énormément, mais je pense qu'il reste à définir. Voilà. Alors, donnons une définition. Alors, la liberté, je dirais que c'est de pouvoir s'exprimer déjà. Je pense qu'on a la chance d'être dans un pays où, en tous les cas, on a la chance de pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est énorme. Je pense en fait que la liberté, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui en sont privés en réalité. Et ça aussi, on peut être reconnaissant de ça, parce qu'on critique souvent justement nos États, etc. Mais on a quand même une relative liberté d'expression. Jusqu'à un certain point, évidemment, puisqu'on ne peut pas insulter... les autres, on peut pas, enfin bon, je pense que c'est bien qu'il y ait aussi une limite, mais globalement, je pense on est quand même très libre en France et dans beaucoup de pays européens, à l'inverse d'autres, que ce soit dans les pays asiatiques ou dans des pays où il y a énormément de censure, et ça c'est abominable. Donc voilà, une bonne façon d'avoir de la gratitude, c'est de se dire qu'on a une certaine liberté d'action, d'être et de parole. Est-ce que tu as été amené à voyager un petit peu partout autour de la planète ? On a un petit peu voyagé, on a surtout beaucoup, enfin je pense que le pays qui a le plus d'importance pour nous, c'est le Japon, parce que c'est un pays qui nous a permis de renaître, puisqu'en fait on a eu un incendie très très brutal où on a failli perdre la vie, et on a pu renaître et devenir un petit peu connu au Japon, et on a pu découvrir à travers ça des disciplines de bien-être et aussi un peuple absolument incroyable. Sur lequel il y a évidemment énormément de clichés, comme à chaque fois qu'on voyage. Je pense que toi, tu as beaucoup voyagé. Tu sais à quel point, quelquefois, on se fait des idées sur un endroit et sur les gens, et quand on les découvre et qu'on va à leur rencontre, et surtout qu'on s'adapte à eux, c'est assez extraordinaire. Et le peuple japonais nous a vraiment comblés. Mais ça nécessite une autre forme de communication qui est moins rationnelle et qui est plus vibratoire. Parce que je pense qu'avec les pays d'Asie, on est plus dans la vibration, dans une autre forme de transmission que la transmission orale. Donc ça, c'est un apprentissage intéressant. C'est comme communiquer avec les bébés. On ne peut pas communiquer seulement par la parole, il y a quelque chose qui se transmet, et donc c'est un apprentissage qui est très intéressant, comme avec les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple. On passe par d'autres canaux de communication.
Donc moi, je trouve ça passionnant. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, ouais. Tu parles d'énergie, on parle de vibration aussi, ouais? Voilà, de vibration et d'énergie, absolument. D'accord. Nous, par exemple, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé quand on était au Japon. On sortait d'un très très grand malheur, enfin dans tous les cas d'une très grande épreuve, puisqu'en fait on a eu un incendie, on a absolument tout perdu. Donc on s'est retrouvé à la rue pendant même quelques temps, à l'hôpital, enfin on savait même plus où aller. Et j'ai trouvé une très grande différence dans la façon dont selon les pays, les gens réagissaient à notre malheur, en fait. Et j'ai trouvé beaucoup de compassion au Japon, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs, où souvent quand on demandait un service ou qu'on demandait quelque chose parce qu'on avait voilà besoin de vêtements, besoin de quelque chose, on a eu beaucoup plus de compassion et d'empathie au Japon qu'on en a trouvé en France. C'est une autre façon de l'exprimer aussi peut-être. Mais voilà, là par exemple, suite aux événements, on était en Italie pendant quelques jours et j'ai trouvé que c'était un peuple, c'était absolument incroyable, la solidarité, les gens dès qu'ils entendaient qu'on était français, ils nous prenaient dans leurs bras. Enfin, il y a une espèce de chaleur, il y a des pays comme ça où se transmettent des valeurs d'empathie, peut-être, voilà, mais on va les réapprendre aussi peut-être, malheureusement. Tu veux dire que nous, en France, ce serait un peu moins? J'ai trouvé qu'on était quand même très individualiste, beaucoup plus individualiste. Mais je pense que l'avantage aussi avec les Français, c'est qu'une fois qu'on les connaît bien, une fois qu'on est amis avec eux, par contre, je pense qu'ils sont très fidèles. Je pense que là, par contre, une fois qu'on gagne l'amitié de quelqu'un en France, il y a une vraie fidélité, par contre. Oui, je suis d'accord avec ça. Et d'un autre côté, je me dis, finalement, on n'est que de passage. Tu sais, quand on va dans ces pays-là, tu parles de l'Italie. Tu as déjà vécu en Italie ou tu étais juste de passage? Non, on était de passage, oui, c'est sûr. Je suis d'accord. Donc, on n'a pas forcément un bon angle de vue, c'est quoi, vrai. du coup. Ouais. Il y a le côté un peu touriste. Voilà, on n'est pas dans notre pays, c'est notre culture. C'est vrai aussi. Je pense qu'il faut le prendre en considération globalement. Je suis d'accord. Puis il y a quand même les autres pays le disent. On n'est pas une vraie terre d'accueil dans la mesure où on ne sait pas trop accueillir les gens quand même. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. On le voit dans le tourisme. On vit dans un quartier comme tu as vu à Montmartre. Ouais. Et souvent, je fais la remarque aux garçons de café, aux gens qui travaillent, parce que je vois comment ils se comportent avec les touristes ou les hôteliers. On devrait être beaucoup plus sympathique avec eux. C'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous amènent voilà, des devises, et c'est 25% de l'apport du tourisme. Donc on devrait leur être justement reconnaissant. Parler de gratitude, je pense qu'il faut leur dire merci et pas les envoyer se faire foutre quand on les comprend pas. Déjà, on parle même pas un mot d'anglais, donc c'est déjà un scandale. Mais en plus, on est désagréable avec eux. Donc voilà, la moindre des choses, c'est de leur dire merci et de se dire qu'on est encore content qu'ils viennent chez nous. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins d'annulations qu'on le pensait suite aux événements. Donc, remercions-les de venir encore à Paris. C'est la moindre des choses. Ouais. Voilà. Tu parlais de compassion. Oui. Figure-toi que la compassion aussi serait un des outils qui permettrait aux gens de tendre justement vers le bonheur, à condition, toujours pareil, de le mettre en place et que ça devienne une habitude dans nos vies, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la compassion? Oui. Bah, la compassion ou l'empathie, oui, je pense que c'est vrai que d'être à l'écoute des autres, enfin nous, on essaie de l'être avec Carole, c'est quelque chose qui est très important. Souvent, on remarque que les gens sont dans une espèce de discours intérieur, on appelle ça le rap intérieur. Ça, c'est justement un obstacle au bonheur. C'est-à-dire qu'on rumine des choses, on est dans la rumination, et donc on est très très préoccupé par soi-même. Et le fait de pouvoir aider les autres, de pouvoir entendre, de pouvoir aider les autres, soutenir les autres, les écouter, ça ouvre soudainement un autre champ de possible et une autre forme évidemment d'humanité. Ça, c'est évident. Et est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'apprendre tout ça dès l'enfance, dès l'éducation? Je suis d'accord avec toi. Oui, absolument. C'est pour ça qu'on y travaille. On vient de faire un bouquin avec un conte musical justement qui apprend aux enfants justement des techniques de relaxation, de bien-être, de yoga, etc. pour que dès leur plus jeune âge, ils puissent être initiés à ça et pouvoir le transmettre. Et moi-même, je travaille sur un projet d'animation, de dessin animé, où dans chaque épisode, l'enfant ou les enfants, parce qu'il y en a plusieurs, sont confrontés à une épreuve. La première fois qu'ils vont tout seuls à l'école, ils vont à un goûter d'anniversaire, ils connaissent personne, comment ils peuvent gérer leurs émotions, leur colère, apprendre à se concentrer, etc. Mais de manière évidemment très ludique et en chanson et de manière joyeuse, pas comme une leçon qu'on inculque à l'école. Donc évidemment, on s'intéresse beaucoup à l'enfance. Tout est à faire et je pense qu'on sera vraiment gagnant si on s'occupe des enfants dès leur plus jeune âge. Merci pour ce travail. On a un ordre d'idée de quand ça sortira? Alors le CD et le livre viennent de sortir en septembre, donc ça on peut lire le livre et en plus écouter le conte qui comprend plusieurs exercices, qui est un conte initiatique et toute une histoire, et dedans il y a justement des exercices de relaxation avec les éléments de la forêt, les animaux de la forêt, les arbres, les grenouilles, les renards, donc c'est quelque chose de très très ludique qu'on peut se procurer dès aujourd'hui. Ça s'appelle comment?
Petit homme au pays de Serena, et le livre D'accord. s'appelle Ma méthode de relaxation, ma méthode de sophrologie pour les enfants. D'accord, ok. Voilà. Et le dessin animé? Ah, le dessin animé, il va falloir que le temps que ça se fasse, je pense que ce sera dans 2-3 ans à mon avis, parce que D'accord. c'est une lourde production. Ah ouais, j'imagine. Voilà, donc Ouais. c'est en cours de gestation, de production en ce moment. Voilà. Est-ce que à travers ton parcours, il y a des gens qui t'ont inspiré? C'est une bonne question. Est-ce qu'à travers mon parcours, il y a des gens qui m'ont inspiré? Il me vient parce qu'en fait, quand on a écrit notre premier livre, c'est une époque où on était aussi un peu en recherche, en fait, nous-mêmes. Et je dirais qu'un livre qui m'a marqué, c'est Priorité aux priorités. Ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte que souvent, on se gâchait la vie pour des petites choses, des petites rancunes, des choses qui n'ont pas été faites dans le passé, des disputes entre les gens. Beaucoup de gens ont des conflits totalement dérisoires entre eux. Et ce mot priorité aux priorités m'a beaucoup parlé. Le livre est intéressant, il est un petit peu marketing, mais en tous les cas, le mot m'a marqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner les priorités à des choses et des valeurs essentielles et arrêter de s'embêter pour des petits détails de la vie, quoi. Ce serait quoi? Ce serait quoi? Bah, les choses essentielles. Ah, les choses essentielles, l'amour, la fraternité, la solidarité, la famille, les amis, les choses importantes, et pas se laisser encombrer par des problèmes d'ego et des petites disputes quelquefois sordides qui prennent souvent le pas sur l'affection. Combien de fois on voit de gens qui sont brouillés pour des bêtises, quoi. Je veux dire, ça c'est un thème qui m'apporte beaucoup. Et puis voilà. Et puis j'aurais voulu quand même, puisque tu me poses des questions, te parler aussi de mon travail de compositeur, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Si tu es d'accord avec ça. Totalement. On a créé avec Carole, à la suite des événements tragiques qu'on a connus, c'est-à-dire l'incendie, SDF pendant quelques temps, une méthode de sophrologie, enfin basée sur la sophrologie, où on a mêlé les vibrations de la voix, la sophrologie, la méditation avec de la musique. Et j'ai pu faire des recherches sur les musiques, sur l'impact des sons, sur les émotions, sur les vibrations. Et le mélange, justement, parce qu'en fait la sophrologie se pratique assis et en silence, de même que la méditation. Donc nous c'est une autre forme de méditation et de sophrologie. Quelquefois les gens sont pas contents qu'on emploie le mot méditation ou sophrologie, on sait plus quel mot employer, mais peu importe, en tous les cas, c'est le résultat qui compte. Et on s'est rendu compte qu'avec l'impact de la voix, de la musique, de pratiques qu'on a créées, ça donne accès à la méditation et en tous les cas un état de bien-être beaucoup plus facile que des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, parce que c'est pas évident de rester assis, de ne penser à rien et de pouvoir méditer. Donc nous, c'est une initiation pour des gens qui justement, comme des enfants, comme des gens qui n'ont jamais pratiqué, leur permet d'accéder à un état de bien-être et de bonheur intérieur et de voyage intérieur, parce que ce sont des voyages qu'on propose, puisqu'il y a de la musique, il y a même quelquefois des chants, et qu'on a le bonheur de pouvoir faire une fois de temps en temps dans des très grandes salles. On a fait ça d'ailleurs récemment au Grand Rex, en seconde partie d'Arun Gandhi, le petit-fils du Mahatma. Et donc c'est extraordinaire de pouvoir partager ça, de pouvoir méditer ensemble à 500 personnes, 1000 personnes. Donc vibratoirement, c'est un flot de bien-être, d'amour et de fraternité. Et ça nous touche énormément. Et je suis vraiment heureux que la musique, justement, aide à cela. C'est une de mes grandes joies. Tu m'étonnes. Quand tu dis que tu as fait des recherches, à quel niveau? J'ai fait des recherches complètement empiriques, en fait. C'est-à-dire que j'ai cherché, très influencé vraisemblablement par l'univers matriciel, j'ai cherché à voir comment on pouvait retransposer cet univers qui est associé pour nous de manière lointaine à nos origines. C'est-à-dire qu'on vient tous de la mer, on vient tous de l'eau. Et donc j'ai créé des sons qui sont filtrés de telle manière à ce qu'on retrouve cette écoute aquatique, j'allais dire, et fétale. Donc c'est pour ça que je pense que ça marche aussi bien. C'est parce que les musiques sont même, bon, je le raconte, c'est un de mes secrets, les gens ne le savent pas forcément, mais c'est filtré de telle façon à ce que ça nous évoque ça. Et comme Carole, qui est souvent la voix, a une voix très douce et très maternante, on a un effet très très rapide, hypnotique,
et de bien-être qui se produit. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de le faire dans des grandes salles. Mais comment j'ai fait mes recherches? Au départ, j'ai testé sur 2 personnes, puis sur 5, puis sur 10. Et donc, la dernière fois, on était même 1000 personnes. Donc, évidemment, avant de faire ce genre de choses sur une grande salle, il y a un travail de laboratoire et de le tenter, évidemment, en petit comité. On peut pas se permettre de faire des séances comme ça si on n'est pas à 100% au point. Hein. Oui, c'est des recherches très pragmatiques. Alors, c'est des recherches pragmatiques et empiriques. J'ai pu passer, par exemple, dans notre premier album, qui est notre album de référence, qui est, je crois, me semble-t-il, la plus grosse vente de CD de relaxation. J'ai passé à peu près 15 jours à chercher la vibration sonore de la pédale de basse. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de bourdon, de son en continu. Et j'ai passé des jours et des jours jusqu'à temps que je trouve la vibration qui allait mettre les gens vraiment en état alpha. Donc ça a été très très long, donc c'est insupportable pour ceux qui sont autour de moi, je ne peux le faire que tout seul, parce que sinon je suis là en train de tripoter mes boutons et mes trucs, et donc je ne peux pas le faire en studio d'enregistrement, parce que les gens au bout de 2 heures, ils en ont marre. Mais quand je l'ai trouvé, je suis heureux, et d'ailleurs on s'en sert toujours de ce son précis, qui est notre son de base pour la détente et pour l'entrée dans un état de méditation et de détente. Voilà. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est très important, il y a des recherches, tu sais, justement sur l'eau. Et comme tu le disais, on a 80% d'eau dans le corps. Et on tend quand même de plus en plus à dire que l'eau, c'est le meilleur véhicule en termes d'information. Et ça laisse supposer, dans un futur proche, des applications qui seraient extraordinaires dans le domaine de la santé. Et donc, on passerait évidemment par les vibrations. Bien sûr, bien sûr. Et là, tu aurais un rôle à jouer sûrement. Ah bah avec plaisir, oui, oui. Ça, ce sera avec joie, oui. Est-ce que tu ressens, toi, justement, cet effet sur toi, puisque tu travailles... Ah oui, quand je le fais, oui. Ouais. Et d'ailleurs, dernièrement, j'en fais un petit peu moins. Et je sens la différence. C'est vrai que quand je le fais, je suis dans un état vraiment euphorique, quoi. D'ailleurs, je vois absolument pas le temps passer. Je peux passer des heures et des jours. J'ai absolument plus la notion du temps parce que je suis emporté par un flot vibratoire, en fait. Ça, c'est sûr. Ouais. T'as toujours été dans ces réflexions? Non. Ou non? Pas du tout. C'est ce drame qui t'a amené... Oui. Je pense que le drame y a été pour beaucoup. Et le fait qu'on ait fait ce travail avec Carole, en fait, qu'on ait fait ces recherches justement pour savoir comment on pouvait apporter notre pierre au bien-être des gens, c'est ça qui a certainement modifié des choses. Moi, j'étais plutôt... D'abord, avant, je faisais de la variété. Et j'ai toujours aimé... Alors, cela dit, c'est un côté que j'ai pas complètement perdu. J'ai toujours aimé la comédie et les choses autour de l'humour. Mais ça a toujours été un humour un peu satirique, un peu mélancolique à la manière d'un Woody Allen. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu, une petite amertume derrière. Donc c'est pas comment vas-tu de poil, quoi. Mais j'ai toujours été sensible à la comédie et à l'humour, en fait. D'accord. Donc le monde énergétique, les vibrations, c'est venu bien après, quoi. Alors le monde énergétique, les vibrations, je crois que j'y étais sensible avant parce que j'ai eu la chance d'être de cette génération qui ont vu arriver un instrument extraordinaire qui s'appelait le synthétiseur. Et ça, je pense que ça a littéralement bouleversé ma vie parce que je me destinais pas spécialement à faire de la musique d'ailleurs. Je pensais faire plutôt du cinéma, ce que j'ai fait après. Et quand j'ai vu arriver cette première machine qui s'appelait l'ARP Odyssey, le Moog synthétiseur, à la fin des années 70, et donc j'étais vraiment gamin, j'étais totalement fasciné par cet instrument. Et là, j'ai passé des jours, des nuits entières. Mon père m'a dit, si tu as ton bac, je t'offre cette machine qui a l'air de te fasciner. Donc, j'ai vraiment bossé pour avoir le bac parce que j'étais pas forcément un super bon élève. Et donc, là, j'ai commencé à faire des recherches sur les sons, mais pas dans l'esprit d'avoir du bien-être. C'était plutôt pour des enregistrements, pour des chansons, pour de la dance music, pour des choses comme ça. Et c'est venu, comme j'avais acquis cette expérience de la recherche sonore, quand on a mis au point cette méthode de bien-être, j'étais déjà très aguerri sur les synthétiseurs. J'étais déjà très avancé. Mais en réalité, après, je me suis intéressé, j'espère que je suis pas un petit peu long, à ce qu'on appelle le sampling. Alors, le sampling, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on enregistre des sons extérieurs ou des instruments extérieurs et qu'on peut, à partir de là, recréer d'autres sons à partir de sons déjà existants. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à ça, mais très peu de gens le font comme ça. En fait, en réalité, le sampling, c'est utilisé par des rappeurs parce qu'ils utilisent des boucles de musique déjà existantes pour pouvoir faire d'autres musiques. Moi, c'était pas le cas. J'enregistrais des oiseaux, j'enregistrais quelqu'un qui tape sur un verre, j'enregistrais des bruits de bébé, j'enregistrais des tas de trucs et je les resculptais après. D'ailleurs, on peut presque dire que je suis une forme de sculpteur de son, puisqu'après, je les retransformais avec un appareil, un synthétiseur très puissant. Mais en fait, je partais souvent de sources naturelles
pour pouvoir justement recréer cet univers aquatique que j'évoquais justement tout à l'heure. Voilà. Oui, donc tu as une vraie expertise, quoi. Voilà, j'ai une vraie expertise et je m'intéressais déjà au son, mais pas pour le bien-être, pour l'esthétique, on va dire. Mais là, on marie justement, et d'ailleurs ça tombe très bien que tu me parles de ça, parce que justement, on essaie de marier l'esthétique et le thérapeutique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des recherches qui sont abruptes, il y a toujours des mélodies, il y a toujours un bien-être, ce sont toujours des musiques qui peuvent s'écouter, il y a un bien-être aussi par l'esthétisme. Donc il y a une volonté de rester esthétique et non pas des vibrations qui viennent de nulle part ou des choses subliminales ou je ne sais quoi, ou un truc dans une oreille qui passe par une autre. Enfin, ce n'est pas des recherches purement scientifiques, il faut que ce soit beau. Voilà. Tu disais que tu es aussi réalisateur, il y a des films qu'on peut voir Alors moi j'ai fait surtout des courts-métrages en fait, à la suite de cet incendie qui nous a perturbé, Carole et moi, et qui nous a amenés au Japon. Moi j'avais plus de moyens de m'exprimer parce qu'en fait tous mes instruments et toute ma musique a brûlé. Donc j'avais plus rien et j'ai écrit un scénario de moyen-métrage et j'ai trouvé un producteur qui m'a permis de réaliser ça. Donc je suis devenu réalisateur parce que je n'avais plus de quoi m'exprimer autrement et j'ai pu, à la suite de ça, réaliser quelques courts-métrages et des programmes courts, etc. Voilà. Et après je suis revenu à la musique parce que ce qu'on a fait avec Carole a pris une dimension importante. Donc je me suis réintéressé à nouveau et racheté des instruments grâce voilà, à tout ça. Tu as l'air d'être un homme de réflexion. Alors j'allais te poser une question. Est-ce que tu as une citation que tu aimes plus que tout? Alors, je ne sais pas si je vais bien la citer. J'ai vu une citation il n'y a pas longtemps parce que on parle beaucoup d'optimisme et de pessimisme. Et moi, je suis pas souvent, même mes propres enfants m'accusent d'être pessimiste. Alors, j'ai deux citations par rapport à ça. La première, c'est que il y a une citation qui est employée dans ma famille, qui a connu la guerre et la Shoah. Les optimistes ont fini à Dachau et les pessimistes à Hollywood. Voilà. Merci Laurent. Merci à toi, Julien.